la toute première édition de Black Women Open Up. Mon nom est Myrto Clermont, je suis votre animatrice pour cette première édition. Le projet est aussi une initiative de Jardin Essentiel. Leur mandat, au travers de tout ça, c'est d'ouvrir la conversation sur les maladies mentales, de déstigmatiser le tout et d'aussi apporter des ressources aux gens qui pourraient être atteints de maladies mentales. On a la chance d'avoir Edwidge Romilus, qui a 30 ans et elle a un curriculum vraiment impressionnant. Elle est maquilleuse. Mon Dieu, elle fait tellement plein de choses. Je veux la laisser la chance d'expliquer tout ce qu'elle fait parce qu'elle est impressionnante. Elle a une vie mouvementée, puis elle m'inspire personnellement parce que je la connais, que je la suis sur les réseaux sociaux. Edwidge Romilus, merci d'être avec nous. Merci à toi. Ma fille, tu es impressionnante pour de vrai. Tu as un beau parcours. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Alors, comme tu l'as bien mentionné, je suis maquilleuse. Je fais de la danse hip-hop, la danse liturgique. Je fais du praise dance à mon église locale. Je suis aussi présentement éducatrice, donc avec des élèves internationaux. Donc, je suis monitrice de français à l'école secondaire. Je suis en train de faire ma certification en coach de vie et terminer en janvier ma technique en éducation spécialisée. OK, donc... toi, je suis mère monoparentale aussi, ouais. Est-ce qu'on peut applaudir? Oui, oui. Tu bouges tout le temps, tu as toujours un projet. Ouais. Comment tu fais avec tout ça? À vrai dire, pour moi, c'est important que je reste occupée. Je suis quelqu'un que dans ma tête, ça va tout le temps à 100 000 à l'heure. Donc, une fois que j'ai un projet que je sens que je peux vraiment commencer et terminer, bien, je fonce puis j'y vais. Wow. Donc, en sentant qu'il y a beaucoup de choses que j'ai commencé, je n'ai pas terminé, mais je sens que maintenant, je suis dans une place dans ma vie que je veux construire de quoi pour moi. Je vais établir une legacy pour mon fils aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que je fais beaucoup de choses en même temps maintenant. Et là, au travers de tout ça, il y a eu des changements dans ta vie. Ouais. Et dans le processus aussi, tu as eu des problèmes de santé mentale ou ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Absolument. Donc, c'est vraiment intéressant que je parle en aparté avec une amie de mes problèmes mentaux ou de ma santé mentale dans le public parce que je pense que ça va vraiment donner aux gens une idée de « OK, Edwidge a aussi cette facette-là d'elle. Pas pour dire qu'il y a juste ça de moi, dans le sens que il n'y a que les problèmes, mais c'est vraiment plus donner la chance aux gens de savoir que oui, tu peux fonctionner, oui, tu peux avoir des projets, oui, tu peux faire des grandes choses, mais il y a aussi un aspect que des fois, ça ne va pas bien. Et c'est vraiment d'avoir le courage et la chance de vraiment attaquer ces problèmes-là. Et moi, quand je me suis dit que c'est le temps que j'attaque les problèmes, c'est le temps que je fais face à la réalité que je ne vais pas bien, c'est vraiment à la venue de mon fils. Un peu de background. J'ai toujours été quelqu'un de très positif, de outgoing, de quelqu'un qui avait toujours un sourire aux lèvres ou très encourageante envers les gens, mais d'une raison bizarre, à la maison, j'étais tout le temps très centrée à moi-même, très triste, très... comment je pourrais dire? Refermée sur toi-même? Refermée sur moi-même, sans savoir que c'était en lien avec la santé mentale. Je pensais que c'était juste comment j'étais, juste que devant tout le monde, j'allais bien, mais à la maison, ça allait pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai pu comprendre avec l'aide de la thérapie, c'est que mon parcours, en étant jeune, mes parents étaient très stricts. Il y avait beaucoup de pression sur moi lorsque ça venait à l'école, lorsque ça venait aussi à l'église. Donc, de mon côté, lorsque ça vient quand j'ai vraiment commencé à identifier que j'avais des problèmes de santé mentale, c'était vraiment à la venue de mon fils. J'arrivais plus à garder mon sourire, j'arrivais plus à fonctionner de manière normale. Maintenant, j'avais un autre être humain qui dépendait de moi. Une autre personne que sa survie était dépendante de moi. Tandis que ma survie était pas... J'avais beaucoup de problèmes à gérer... Toi-même, de ton côté, là? Exactement. Ben oui. J'ai aussi fait une dépression postpartum qui a fait en sorte que ça allait plus. Donc, j'avais plus de raison de vivre, j'avais plus de raison palpable de dire, tu sais quoi, OK, au moins ça, c'est là, je vais pouvoir surmonter. Oui. Au moins, mon fils, c'est là, je vais pouvoir surmonter. Au moins, je crois en Dieu, je vais pouvoir surmonter. Mais ça allait juste plus. Donc, jusqu'à temps que j'ai pu aller voir un psychologue et réaliser que mon environnement, la manière dont j'ai été élevée a vraiment fait en sorte que j'ai développé des traumas, j'ai développé des idées préconçues de moi qui étaient fondées sur des manières dont j'ai été élevée. OK.
Et j'ai pu vraiment mettre des mots à ce que je vivais. OK, la dépression. Ah, je vivais la dépression. Ah, le rejet ou l'abandon. Donc, ces choses-là, en fait, en sorte, j'ai développé des comportements qui n'étaient pas nécessairement mes comportements, mais vraiment en lien avec le trauma. Donc, c'était vraiment un moment révélateur que, oh mon Dieu, j'allais vraiment pas bien. Je pensais que Oui. c'était dans ma tête. Je pensais que bon, c'est comme ça la vie. Ça, des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Mais le fait que ça allait plus pas bien que bien, c'est là que j'ai réalisé que je pense qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et le fait que la psychologue a pu confirmer euh, mon état, donc j'ai pu vraiment voir que, OK, j'allais vraiment pas bien. Mais si je peux t'interrompre, Ouais. je veux juste qu'on retourne en arrière parce que en cherchant sur toi et tout, puis en lisant aussi ta bio, j'ai découvert que c'est quelque chose qui allait loin depuis l'enfance, c'est-à-dire que déjà en partant, quand tu étais plus jeune, tu avais quelques petits problèmes Ouais. d'apprentissage, puis les gens t'étiquetaient déjà, Ouais. on disait Oh mon déjà Dieu. que Edwidge, c'est probable qu'elle n'arrive pas à avoir son diplôme. Ouais. Déjà, on t'étiquetait. Ouais. Est-ce que tu penses que cette perception-là que les gens ont eue de toi depuis ton jeune âge ont impacté ton cheminement? Absolument. À vrai dire, ma mère, je remercie le Seigneur pour ma mère parce que c'est une femme je lui donnais beaucoup de problèmes, mais elle a beaucoup combattu pour moi dans le sens que les professeurs lui disaient que à l'école, ça allait pas bien pour moi, je ne terminerais pas mon secondaire sec, mais ma mère a dépensé beaucoup d'argent pour que je puisse avoir des tuteurs ou mais vraiment être derrière moi afin que je puisse terminer mes travaux ou vraiment m'encourager à avancer de la manière dont elle pouvait, de la manière pour elle qui était favorable à elle. Oui. Euh, c'est pour ça que aussi l'école, j'ai vraiment pas eu une bonne relation. Donc, le fait que maintenant je fais ma certification de coach de vie ou que je suis en train de terminer ma technique en éducation spécialisée, pour moi, c'est quelque chose de gros. Pour d'autres Oui. personnes, c'est rien, c'est l'école. Et pour moi, j'ai pas une meilleure expérience avec l'école au point que je me suis limitée à qu'est-ce que je pouvais faire. Mon vrai désir, c'est de devenir psychologue. Mais je me suis dit, ben, je pourrais faire un coach de vie. Au moins, je suis quand même en train de faire de la relation d'aide. Je suis quand même en train d'aider des gens. Par contre, mon rêve, c'est d'aller plus loin que ça. Je sais qu'éventuellement, si c'est vraiment la volonté du Dieu que je puisse devenir psychologue ou que je sens que c'est vraiment où que je suis appelée à le faire, je sens que maintenant, je suis à une place de ma vie que je pourrais l'accomplir. Mais pour le moment, je suis vraiment, on dit ça, I play it safe. Je comprends. Je prends qu'est-ce que je peux terminer et non qu'est-ce que je sens que je peux accomplir. Donc, tu y vas comme petit à petit, tu termines quelque chose, tu t'appuies sur le fait que tu termines ça, puis ensuite tu y vas à Ouais, plus grand défi. Mais c'est exactement. comme ça aussi qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mais au-delà de ça aussi, il y a quelque chose de très important que tu as dit. Tu as dit que tes parents n'ont pas abandonné malgré le diagnostic qui avait été fait, Ouais, puis ce qui avait été dit sur toi. ouais. Et est-ce que à partir de là, est-ce que tu as eu un diagnostic quelconque, mis à part le fait que tu avais des problèmes d'apprentissage? Je suis supposée aller me faire diagnostiquer pour voir si j'ai pas le TDAH. OK. En parlant avec ma psychologue, j'ai pu parler aussi de mon parcours au primaire, au secondaire. Et elle, pour elle, ça l'a mis la puce à l'oreille, pensant que possiblement que j'avais un TDAH. OK. Quand que moi, je fais les tests en ligne, ça dit tout positif à 90% en mon temps. Je pense que c'est encore dans mon processus de, OK, est-ce que je sens que j'ai besoin d'avoir ce diagnostic pour fonctionner ou je pense que j'ai développé assez de mécanismes pour euh, fonctionner sans ce mécanisme, sans ce diagnostic, pardon. Euh, j'ai dû apprendre à avoir des stratégies d'études, des stratégies de travail, donc avoir un calendrier, avoir des to-do lists, avoir des alertes sur mon téléphone. Il faut que j'écris, si j'ai quelque chose en tête, il faut que je l'écris, si je ne l'écris pas, je l'oublie. Si je dis oui, il faut que je continue avec mon oui. Donc, j'ai pu avoir des stratégies pour vraiment m'aider à fonctionner parce que sans ces stratégies-là, je ne pense pas que je serais ici maintenant, quoi. Maintenant, toi aussi, tu es de foi chrétienne. Absolument. Alors, je voulais savoir comment est-ce que ça s'est passé pour toi du moment où tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas à maintenant où est-ce que tu te fais suivre par un professionnel. Est-ce que ta foi, pardon, a joué un rôle dans ton cheminement? Oui, à vrai dire,
Jesus and therapy, ça va ensemble. Je pense que j'ai grandi dans la perception que prier, ça va résoudre les problèmes. Tu lis quelques passages bibliques, ça va résoudre les problèmes. Mais qu'est-ce qu'on on fait pas la connexion, c'est que on a un corps qui fonctionne, qui vient pas nécessairement qu'un manuel, mais qui a un fonctionnement. Et si ce fonctionnement ne va pas bien, donc il y a un créateur que je crois qu'on peut prier puis pour nous montrer comment qu'on est et comment qu'on fonctionne. En quoi que j'ai mélangé ma foi et mon processus, c'est avec ma psychologue, les choses qu'on parlait, les choses qu'on réalisait, des moments de aha que je réalisais par rapport à moi, j'ai amené ça dans la prière. OK. Et c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai pu mettre prière et la thérapie ensemble. Et aussi, c'est bien de savoir, comme on l'a déjà mentionné, mais des personnages bibliques qui ont vécu des moments très sombres, comme le prophète Élie, qui m'a donné, c'était j'ai le terme en anglais, désolé, des ravens, qui le donnaient à manger parce qu'il n'y avait plus de force, il n'y avait plus de force pour faire le travail que Dieu l'appelait à faire. Et Dieu a même pourvu pour lui et a fait les oiseaux le nourrir. C'est réaliser que c'est correct d'être faible. C'est correct que des moments donnés, ça ne va pas bien, mais Dieu ne nous condamne pas. Au contraire, il veut qu'on vive ces moments-là pour qu'il puisse, lui, sa gloire puisse pour que sa gloire puisse être vue dans ce moment de faiblesse. Se manifester au travers de ça. Exactement. Ouais. Et est-ce que tes parents t'ont accompagné du moment où le diagnostic a été fait? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Quand j'ai commencé à dire à ma mère que j'allais voir un psychologue parce que j'allais pas bien, malheureusement, sa réponse était plus « Donne-moi l'argent, moi je vais t'aider à résoudre ton problème. » C'était vraiment pour elle, voir un psychologue parce que t'es fou, ça va pas bien, hôpital psychiatrique. Mais qu'est-ce qu'elle comprenait pas, c'est que mon vécu a fait en sorte que j'ai dû prendre un psychologue. J'aime pas dire que c'est à cause de mes parents que je suis où je suis, mais avec qu'est-ce qu'ils m'ont donné, ça a créé qui je suis. Et maintenant, je suis dans une place dans ma vie que je sens d'enlever qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui me sert plus. Qu'est-ce qui me sert, je garde. Qu'est-ce qui me sert plus, j'enlève. Donc, il y a beaucoup de l'éducation que j'ai reçue qui me sert plus, qui m'aide pas à avancer. Donc, je dois mettre ça de côté. Et des fois, ça fait des clashs avec ma mère dans le sens qu'elle est comme « Mais pourquoi tu es comme ça avec ton fils? Mais moi, je veux que mon fils soit libre. » Et qu'il saute partout. Pour moi, c'est correct, mais non. Mais pour elle, c'est comme non, ça doit rester assis. Ça doit être beau comme une petite image, exemple. Mais c'est bien, tu dis que tu fais la part des choses en ce moment. Tu es en mesure, avec la thérapie, de faire voici ce que j'ai reçu comme bagage et voici qui je veux être aujourd'hui. Puis pour que ça fonctionne, il faut que je sois en mesure de faire la part des choses puis d'en enlever un tout petit peu. Tu es capable de faire ce processus-là parce que tu as suivi de la thérapie. Malgré que au départ, au niveau familial, on te décourageait de le faire. Puis c'est fou, mais excuse-moi, parce que moi aussi, j'ai une expérience un peu similaire à la tienne. J'ai l'impression aussi que c'est tabou, puis que c'est tellement tabou dans notre communauté. On nous dit tout le temps que si tu dis que tu as des problèmes, là, on va t'étiqueter comme une personne folle. Fais attention. Moi, ce qu'on m'a dit lorsque j'ai fait ma dépression, justement, on m'a dit, attention, on va t'enlever ton fils. Tu veux pas ça. Tu as un poste assez important socialement. Tu fais des choses, les gens vont commencer à te regarder comme une personne faible. Cette perception-là que les gens dans notre communauté ont de la maladie mentale, alors que la maladie mentale n'a pas de visage, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'importe qui peut être affecté. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu as accepté de faire partie de cette émission-là aujourd'hui puis d'en parler de ce projet-là? C'est exactement de ce que tu viens de dire. C'est de vraiment briser ce tabou-là. C'est que la santé mentale n'a pas de visage. Beaucoup de fois, on voit des gens, puis c'est juste ça qu'on a d'eux. C'est leur visage, leur prénom, le allô qu'on a échangé. Mais on ne sait pas que cette personne-là peut vivre un combat que personne ne sait. Moi, mon but, c'est de vraiment amener l'aspect de Jésus et thérapie. Tu sais quoi, oui, je crois que je te crois, tu crois en Dieu, oui, c'est vrai que tu as une foi, mais qu'est-ce qui s'est passé à ton enfance? Pourquoi tu es quelqu'un qui a autant de colère? Pourquoi tu es une personne qui a autant de malice ou quelqu'un qui a tellement de faible estime de soi? Parlons de ce problème-là et par la suite, trouvons la suite. Et lorsqu'on a trouvé la source, connectons-le avec le Christ pour qu'il puisse vraiment t'amener à la délivrance dont tu es appelé à avoir. Et tu as parlé aussi dans ta bio de thérapie via la danse. Ah oui. Et c'est quelque chose que tu fais, tu l'offres à d'autres personnes. Comment est-ce que toi, ça s'est passé, si on veut, ta délivrance au travers de la danse? Parce que tu dis que c'est vers ça que tu t'es tournée lorsque tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, beaucoup de personnes ne me connaissent pas en tant que Edwidge, me connaissent en tant que Eddie Dance ou Crazy Dancer. C'est comme ça que moi je t'ai connue. Exactement.
Le finalement que j'avais lorsque j'étais plus jeune ou en grandissant aussi. Donc, pour moi, la danse était la seule chose dont je sentais que j'étais bonne, excellente. Personne ne pourrait me dire le contraire. Je faisais des battles. J'allais à New York pour m'essayer de faire des battles avec des gens de New York. You go, J'allais girl. à Ottawa, à Toronto pour faire des battles. Je prenais des cours de danse. J'étais suivie, ma mentor était Spicy, Alexandre Landé, Oui. Alexandre Landé. Donc, j'ai eu, ma danse était vraiment mon safety net. Je me sentais compétente. Mais à un moment donné, la danse elle ne suffisait plus. Je ne pouvais plus danser parce que ça allait juste ça allait plus bien dans ma tête. Alors, quand que j'ai vraiment j'ai eu un moment de ma vie que j'ai tout abandonné, la danse, mes amis, you name it. Et quand que j'ai recommencé à prendre espoir en moi, ou quand j'ai recommencé à voir que, OK, tu sais quoi, il y a espoir, ma vie, c'est pas la fin. Il y a quelque chose qui... Si je vis qu'est-ce que je vis maintenant, c'est parce qu'il y a de quoi de plus grand pour moi. Si je vis qu'est-ce que je vis maintenant, c'est pas parce que c'est pour ma faillite, mais c'est pour le fait que mes fondations sont pas bonnes. Il faut qu'on les change. Donc, les fondations qui sont pas bonnes vont s'écrouler pour que je puisse vraiment me refonder, me reconstruire de la bonne manière. Et maintenant, quand que j'ai commencé à redanser, j'arrive plus à danser dans la manière hip que je le faisais avant. La manière dont je dansais, c'était plus comme une prière au Seigneur. C'était plus comme une prière de supplication. Donc, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus vraiment utiliser de mots pour exprimer qu'est-ce que je sentais, mais c'était plus mes mouvements qui faisaient la prière ou la supplication à ma place. Ensuite, j'étais à New York en 2016, non, pas vrai, en 2014, j'étais à New York pour faire un cours de danse-thérapie. Et c'est de là que j'ai compris, OK, la danse était dans ma vie, pas juste pour moi, mais pour aussi servir les autres. Wow. Donc là, maintenant, aujourd'hui, j'ai des gens que j'aide, j'accompagne leur cheminement de processus de guérison avec la danse. Donc, on va avoir des thématiques. On n'utilise plus les paroles, mais avec les mouvements, on est capable de trouver des robots. J'ai une de mes clientes que on a pu découvrir qu'elle a beaucoup de sentiments refoulés envers ses parents dus à la danse. Seulement en utilisant les mouvements, on a pu découvrir des choses vraiment intéressantes par rapport à son passé. Wait a minute. Alors, si je comprends bien, tu as parti un programme de danse en lien avec la thérapie. Oui, exactement. Donc, wow, c'est intéressant. Exactement. Et tu aides des femmes dans ce cadre-là, dans le cadre de la musique. Oh, that's nice. Donc, le but, c'est de vraiment être capable de pas parler. C'est de vraiment utiliser les mouvements pour vraiment exprimer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que l'âme veut dire, qu'on ne prend pas le temps de vraiment explorer. J'aimerais que, là, on arrive un peu vers la fin de notre entretien. Si tu avais quelque chose à laisser comme message, la personne qui te regarde, cette femme-là en ce moment qui te regarde, puis qui dit, oh mon Dieu, son message m'interpelle parce que moi aussi, j'ai un peu la même histoire. Qu'est-ce que tu aimerais que cette personne-là retienne de ton expérience à toi? Aie pas peur. Aie pas peur d'enlever le masque. Aie pas peur d'avouer que ça va pas bien. Aie pas peur d'aller chercher l'aide. Il y a beaucoup de ressources maintenant. Je pense que je suis vraiment contente des projets comme ceux-ci qui font en sorte que la femme noire, on peut parler, on est capable d'enlever le masque et de dire, tu sais quoi, je suis forte, c'est vrai, mais tu sais quoi, maintenant, j'ai besoin d'avoir d'assistance. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui a étudié le cerveau, qui a étudié la psychologie pour me guider et vraiment me réorienter vers moi qui est plus en santé. Donc, aie pas peur de vraiment sortir de ton concours. Tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes que tu le crois ou que tu ne crois pas qui vivent des moments difficiles. Et maintenant, ton histoire un jour sera à quelqu'un d'autre qui va l'écouter, qui va avoir le courage de passer à autre chose aussi. Merci beaucoup, Edwidge, pour ta présence, pour ton sourire, ton histoire. Merci de l'avoir partagé avec nous. J'espère que tu vas pouvoir aussi toucher d'autres femmes au travers de ton ministère et tout ce que tu fais. Thank you, girl. Merci à toi.